prend des proportions différentes, les frontières changent au cours des temps, etc. Il y a les Mongols, Bon, ça, c'est, on dira, l'Est. Ensuite, on se décale un petit peu plus vers la direction de mer Noire, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'Empire perse. Les Perses, en contact au nord avec ce qu'on appellera plus tard les Russes, les Slaves, et les Perses en contact vers le sud avec, on a parlé d'arabo-musulmans, enfin, ça prend différentes formes, cette péninsule arabique, etc., l'océan Indien, l'ouverture sur les Indes, effectivement. Pour l'accès des Indes, il y a les accès routiers continentaux, et puis il y a les accès maritimes. On part de mer Rouge, on va dans l'océan Indien. Donc si on a cette géographie historique en tête, on s'aperçoit qu'après, l'Empire perse, que l'on centrera sur la Turquie et la mer Noire, sa limite ouest, on s'en va dans ce qu'on appellera l'Empire grec, la zone d'influence grecque. Et ensuite seulement les latins, c'est-à-dire nous sommes ici, quoi. Physiquement, géographiquement, nous sommes dans le côté latin de la Méditerranée. Parce que la Méditerranée n'est pas que grecque, ou que turque, ou que... Voilà, on sait très bien cet ensemble. Voilà, je vous remercie. Je pense que le sens de ma remarque, c'était qu'il s'agit dans les échanges religieux, comme dans les échanges commerciaux, il s'agit toujours de rencontres, à Samarcande et autres. Les grandes villes, la route de la soie et tout ça, c'est tout un ensemble de grands empires, dialogues sur une durée de multiséculaire. Il y a des échanges, on devient bouddhiste et puis on devient musulman ou pas, etc. Enfin, il y a des changements extrêmement puissants. Et dans les conceptions religieuses, il y a une sorte de substrat qui suinte comme une résine vivifiante et qui dépose au cours du temps. Et donc, les uns profitent des autres. Les religions s'enrichissent mutuellement. Voilà, plus tard. Et juste en passant, juste un mot, sur l'étendue de l'Empire perse, actuellement, on entend beaucoup de Yémen. Yémen en tant qu'allié du gouvernement islamique. Vous savez que Yémen, c'est satrapie de l'Iran, et ceux qui sont actuellement au pouvoir, ce sont des Iraniens. À l'époque sassanide, ils sont souvent, et la plupart sont originaires de Gilan, de Deileman. Leur commandant, le chef s'appelle Deilami. Le mot persan, ils sont tous des Iraniens, enfin l'Empire sassanide aussi. Voilà. Et voilà une raison historique. Eux, ils ne sont pas comme ça. C'est pas par hasard, c'est pas l'islam. Eux, ils ont une conscience historique qui est énorme. Voyez. Donc, ça ne se résout pas de l'islam au gouvernement islamique. Et ils portent juste faites attention, leur prénom et nom. C'est très intéressant. Vous tombez des choses très intéressantes. Merci. Alors, voilà les images dont je parlais. Voilà l'histoire. À côté, vous voyez la première partie et toute la fin. Voilà l'homme à qui il a donné le corps de cette femme pour enterrer. Vous voyez, c'est l'allure d'un homme arabo-musulman. Et la troisième personne que j'ai choisie, c'est Bahram Beyzaï. Il habite aux États-Unis maintenant. Il est en exil aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des années qu'il a quitté l'Iran, malgré lui, parce qu'il est très patriote. Il adore l'Iran, mais on l'a obligé à quitter l'Iran sous les oppressions. Et il était découragé, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Il est multifacette, c'est un réalisateur, metteur en scène, poète, écrivain, traducteur. Il maîtrise très bien la littérature persane, la langue persane, la culture persane, mais il connaît très bien aussi les autres cultures. Par exemple, le cinéma de Kurosawa du Japon. Vous voyez l'influence de Kurosawa dans ses films. Il connaît très bien
le théâtre iranien, le théâtre japonais, le théâtre indien, etc. Du coup, il est multifacette, mais malheureusement, comme toujours, on pousse tel type de gens à ce point qu'ils quittent l'Iran. Ça veut dire qu'ils essaient, ils sont vraiment patriotes, tel type de gens, mais un jour, ils arrivent à ce point, qu'est-ce que je fais ici? Oui. Après, maintenant, il est aux États-Unis. Aux États-Unis, on lui a donné un doctorat d'honneur. Bahram Beyzaï aussi, il connaît très bien Ferdowsi et Shahnameh. Il connaît l'Iran entier, l'Iran avant l'islam, après l'islam. Il a écrit plusieurs livres sur l'Iran. Par exemple, ici, vous voyez, il a écrit ce qui est intéressant chez lui, c'est que il a un regard différent des autres sur les mythes, les histoires et les contes iraniens. Par exemple, ici, vous voyez, il a écrit une pièce théâtrale sur Arash. Arash, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je crois que par l'image à tout vous comprenez c'est quoi l'histoire. Quand il y avait une guerre entre l'Iran et Touran, on voudrait décider sur la frontière entre Touran et l'Iran. Après, on a décidé de choisir l'homme le plus fort de l'Iran. Il lance un tir, et là où tir touche la terre, là c'est la frontière de l'Iran. Et dans le livre Avesta, il a un visage sacrifié, il est très sacré. Chez Ferdowsi aussi, c'est une légende, c'est un mythe, il est très fort, etc. Mais pour Beyzaï, c'est un être humain, un être simple, un villageois qui est choisi malgré lui pour faire ça parce qu'il était fort. Et ce qui est intéressant chez Beyzaï, c'est qu'il voudrait nous montrer que par ses essais, ses écrits, ses contes, etc., que mythe ou héros n'existe pas. Ça veut dire, non, je corrige ma phrase. Mythe ou héros n'est pas né dès la naissance, mythe ou héros. Ça veut dire que ce n'est pas une grâce divine qui lui est donnée. On peut devenir mythe ou héros. Du coup, chacun de nous est un héros. Par exemple, Arash, il était un villageois, il était un agriculteur, il travaillait pour tout le monde. On l'a choisi malgré lui. Il n'a pas accepté, mais on a insisté. Et quand il lançait le tir, il avait de la haine. Pourquoi lui? Il avait la haine d'être obligé de lancer ce tir. Et il a mis toute sa force dans ce tir qui, bon, une fois avoir lancé ce tir, il est mort. Et ça, ce qui est intéressant chez Beyzaï, c'est avoir un regard juste sur l'Iran. Ça veut dire ce n'est pas... il part des points aussi négatifs du monde perse, de l'avant l'islam. C'est pas du tout comme ça d'avoir un regard naïf ou superficiel, que c'était un monde parfait. Non, bien sûr, à ce moment-là aussi, il y avait des points négatifs qu'il présente dans ses œuvres. Ici, j'ai choisi un de ces films qui est très important et très intéressant, c'est Charike ou Cherike de prononciation Tara. Charike, c'est, on peut dire en français, balade, chanson, balade. Tara, c'est la femme que vous voyez. Tara, Charike Tara. Tara habite dans un village où les gens sont trop traditionnels, trop religieux. Les gens critiquent Tara pour ses vêtements, pour sa liberté. Tara a perdu son mari marin en mer, son mari est mort. Et dans leur culture, c'était mal vu qu'une femme reste célibataire, surtout une femme qui a perdu son mari, qui a des enfants. Elle est obligée à se remarier. Du coup, la famille de son mari l'obligeait à se remarier avec son beau-frère, alors qu'elle rejetait, elle n'aimait pas ce beau-frère. Et ce qui est intéressant, c'est que Tara, elle est dans les vêtements
avec des couleurs vives. Par exemple, rouge, vous voyez, ben, ça c'est pas très clair, mais rouge, n'a pas. Et là, on est déjà pas très bien respecté, alors que la famille de son mari, les sœurs de son mari, elles sont bien voilées en noir. Et le frère de son mari, il s'appelle Oshup. Oshup en persan, en français on peut dire trouble ou chaos. Ça c'est très significatif. Ce monsieur il s'appelle Oshup et il est représentant des familles religieuses ou trop traditionnelles qui l'obligent femmes à rester sous la domination des autres. Alors que Torah n'accepte pas, Torah refuse, Torah aime être libre. Et quand son grand-père est mort, son grand-père lui laisse un épée. Et vous voyez sur l'image. Et ça, moi j'ai choisi cette photo parce que vous voyez, elle a gardé l'épée devant son visage et comme si c'était un homme de loin, c'est un homme. C'est un homme, c'est le moustache d'un homme, ça veut dire que cette épée lui donne le pouvoir. Apparemment, c'est une femme, mais à l'intérieur, c'est une femme forte. Que la société rejette, n'aime pas accepter son pouvoir, sa liberté, sa puissance, etc. À partir du moment où cette épée arrive dans sa vie, tout a changé. Elle commence à s'éloigner plus qu'avant des autres, à s'isoler. Et après, elle entend des bruits et elle rencontre un homme historique que les autres ne voient pas. Voilà, c'est ce monsieur. Elle rencontre cet homme historique qui cherche son épée. C'est un soldat du monde perse qui cherche son épée. Et après, tout le village participe dans la cérémonie de l'Ashura. La cérémonie Ashura, c'est une cérémonie que les musulmans chiites, c'est une cérémonie dans laquelle les musulmans chiites participent pour pleurer la mort de leur imam, Imam Hussein, je ne sais pas si vous avez entendu le nom. Tout le monde participe excepté Tara. Tara reste à la maison. Après elle va au bord de la mer, alors que les autres participent dans cette fête religieuse. Les autres pleurent, les autres se frappent, les autres sont en noir. Tara est en rouge. Elle est à côté de cet homme historique. Elle écoute cet homme historique. Et cet homme commence à raconter ce qui s'est passé à Ashura, mais comme si c'était sa propre vie. Il a dit, moi j'ai participé en guerre, moi on était 40, on a combattu, on était tués, on était martyrisés sur cette terre. Et par cette image, ils vont montrer que voilà, on pleure pour les mythes arabes qui étaient pour d'autres pays, pour l'Arabie Saoudite, les Arabes et les autres pays, alors qu'en Iran même, on avait des mythes à pleurer. On avait des mythes, on avait des héros, on avait des gens qui ont perdu leur vie, qui ont essayé pour maintenir ce pays, mais personne ne les connaît. Oui. Et après, cet homme historique essaye de rappeler à Tara, considéré comme l'Iran, que voilà, c'est ton passé historique, ton passé historique, ton passé perdu, ton passé oublié, alors que les autres valorisent le passé d'autrui. Toi, tu es ici, tu m'écoutes. Cet homme tombe amoureux de Tara, et on voit deux amoureux de Tara, Oshu, ça veut dire chaos, le beau-frère qui a des idées traditionnelles, qui aime dominer Tara, et l'homme historique qui essaie à rappeler à Tara que voilà, ce qui s'est passé dans ton passé, moi j'ai combattu pour maintenir cette terre sur laquelle tu habites, etc. Ça aussi c'est... Pardon? Et il s'appelle comment le combattant? On dit seulement l'homme historique, Ah bon, d'accord. sans nom. Parce que ça aussi c'est significatif, ça veut dire l'histoire même, l'homme historique. On dit l'homme historique, il n'a pas de nom. Oui, même quand Tara l'appelle, elle dit tu es où? Tu. Et elle n'utilise en criant et elle n'utilise jamais
tu es où? Tu m'as trahi, tu m'as quitté. Et à la fin, quand l'homme historique trouve son épée et quitte Tara, c'est Tara qui est amoureuse, qui le cherche, qui crie, t'es où? Je suis prête à laisser mes enfants pour te rejoindre, mais c'est trop tard. Oui. Et à la fin, une autre pièce théâtrale de Baron Beyzai, c'est La mort de Yazgir. Yazgir, c'était le dernier roi sassanide. Le dernier roi sassanide, c'était le dernier roi du monde perse. Après lui, les Arabes ont envahi l'Iran, etc. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que encore l'image de la femme, c'est Susan Taslimi, cette femme qui a joué l'autre rôle aussi. Beyzai donne importance aux femmes. Et cette femme joue le rôle essentiel dans cette pièce. Une fois, elle est la femme. Je vous raconte l'histoire. Si vous cherchez dans les œuvres historiques sur ce qui s'est passé à ce moment-là, Yazgir s'était évadé de son palais, il est allé perdu dans un village, il est entré dans un moulin et après on dit que soit c'était le Monnier qui l'a tué, soit c'était lui-même qui est mort, soit il s'est suicidé, on ne sait pas. Et Beyzai commence cette pièce avec cette phrase. Yazgir est entré dans le moulin, il est mort, voilà l'histoire. Et après, cette courte phrase, il l'utilise pour créer une pièce théâtrale, une sorte de mise en abîme. Le temps est suspendu et à plusieurs reprises, on voit la même phrase répétée. Une fois, c'est la femme de Monnier qui joue le rôle du roi. Parce que le mage zoroastrien, un mage zoroastrien et un commandant de l'armée sont arrivés dans son moulin pour faire le procès au Monnier accusé de la mort du roi. Parce qu'on croit que c'était lui et sa famille qui ont tué le roi. Ils sont accusés. Il y avait un mage, un commandant, pour faire le procès. Et la famille essayait de justifier, de se défendre, de raconter l'histoire. Et chacun raconte l'histoire à sa manière. Et on voit une sorte de cercle, on arrive au même point. Vous comprenez, ça veut dire que c'est l'histoire vraiment. L'histoire, le temps ne se passe pas. D'abord, c'est la femme qui raconte, le roi arrive ici, il nous a demandé de quoi manger. Après, elle met le masque, vous voyez ici, et elle raconte l'histoire, elle imite la voix du roi. Après, c'est son mari qui dit que non, le roi est arrivé ici, il m'a dit, et après, la fille de cette famille qui prétend que le roi l'a abusé, l'a trompé, etc. À la fin, on comprend pas ce qui s'est passé. Même, à la fin, on arrive à ce point, à la fin, celui qui est par terre, c'est le roi ou c'est le Monnier. Est-ce que la femme a tué son mari pour se marier avec le roi? Est-ce que c'est le roi derrière le masque ou c'est le Monnier? On ne comprend pas. Et Beyzai vous montrer à combien l'histoire est ambiguë. Et il y a une phrase qui est significative prononcée par cette femme. Cette femme dit que l'histoire est écrite par les combattants, par les gens qui ont gagné. L'histoire, c'est en persan. Ça, c'est très significatif. Ça veut dire les gagnants. Oui, l'histoire est écrite par les gagnants. Par le vainqueur. Par le vainqueur. Oui, merci. L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et la dernière scène, sur la dernière scène, on voit les Arabes arrivent vers le moulin et la femme regarde le mage zoroastrien et le commandant zoroastrien et leur dit que vous êtes arrivés avec un drapeau blanc. Et voilà la fin. Oh, ils arrivent avec un drapeau noir. Ils vont faire quoi? Et déjà, elle prévoit ce qui va arriver des siècles après. Et voilà, c'est tout.
Je m'excuse pour le problème technique d'abord.